Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans Pop It Up, le nouveau podcast de Computa Center. Je m'appelle Philippe Jost et j'ai le privilège de diriger l'équipe Customer Obsession chez Computa Center en France. Je serai votre hôte pour ces podcasts autour de l'IT et de ses enjeux actuels. La raison d'être de Customer Obsession chez Computa Center est de guider nos clients vers le futur de leurs utilisateurs. C'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité créer ces podcasts afin de guider toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et de les aider à mieux comprendre l'environnement mouvant dans lequel évoluent les utilisateurs de l'IT, les DSI et les organisations. Mais tout cela ne serait pas possible sans notre partenaire pour cette première série de podcasts que je tiens à remercier, Intel. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Les solutions de collaboration ont été un lifesaver pendant la pandémie, nous permettant de continuer à travailler efficacement à distance. Mais au-delà de cet aspect nécessaire pour continuer à travailler dans de nombreuses activités, on s'est aussi rendu compte de l'impact positif pour la planète de la réduction des déplacements, ce qui a rendu les solutions de collaboration non seulement plus pérennes, mais aussi au centre des enjeux du travail hybride. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre dans quelle mesure les spécialistes des équipements collaboratifs comme Jabra ont non seulement permis de continuer à travailler pendant la pandémie, mais surtout se projettent sur l'avenir comme un enabler d'un travail hybride plus green. Pour ce faire, j'ai l'immense plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui Jean-Baptiste Pin, Managing Director et Vice-président South EMEA chez Jabra. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Très bien, très bien, merci. Alors, j'ai donné ton titre, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais les titres, c'est souvent un peu littéraire. Si jamais tu devais expliquer ce que tu fais au quotidien, tu l'expliquerais comment ? Écoute, déjà, le titre est le bon, donc ça commence bien. Je ne me suis pas trompé déjà. Donc, le directeur général, pour le faire en français, vice-président sur la région South EMEA, qui intègre le Benelux, France, Italie, Espagne, Portugal. Et donc, je suis responsable de l'ensemble des équipes qui opèrent sur le segment Enterprise. Donc, chez Jabra, puisqu'on a sous Jabra, vous avez deux grands segments, le Consumer et l'Enterprise. Et donc, j'ai la charge de l'Enterprise. Donc, tout ce qui est B2B dans la marque Jabra, sur les pays que j'ai cités. Super. Merci beaucoup JB. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai expliqué dans la présentation, les solutions audio, visio, les solutions de collaboration étaient déjà présentes avant la pandémie, mais évidemment leur besoin est devenu urgent. J'ai utilisé le terme un peu anglais de lifesaver pendant cette pandémie. Ma première question, elle est assez simple. Est-ce que vous étiez prêt finalement à cette énorme augmentation de la demande, ou est-ce que finalement ça vous a surpris ? Écoute, le contexte a été particulier. Enfin, la vidéo, on est récent sur le sujet, puisque l'acquisition de Altia Systems, qui nous a permis d'avoir cette offre Panakai, donc l'offre vidéo de Jabra aujourd'hui, c'est une acquisition qui a lieu en mars 2019. Donc le temps d'intégrer la structure, de la rebrander Jabra, on s'est retrouvé rapidement en septembre 2019. Et comme tu le sais, le confinement, il arrive en mars 2020. Donc on venait à peine de consolider l'offre et de la présenter au marché que on s'est retrouvé dans une phase de confinement qui a été bien évidemment perturbante. Le temps de comprendre comment on allait évoluer avec tout cela. Donc on a eu un contexte qui a été quand même vraiment très particulier. On venait à peine de faire l'acquisition que l'on s'est retrouvé dans une période très contrainte. Donc, est-ce qu'on était prêt ? Oui, on était prêt. La solution était intégrée, elle était proposée au marché, on l'avait présentée à nos partenaires, aux clients finaux. Donc, technologiquement, on était prêt. On avait à cette époque-là ce qu'on appelle le modèle Jabra Panacas classique, qui est donc la première caméra 180 degrés pour une de ces fonctionnalités qui était présentée au marché. Donc technologiquement, oui, on était prêt. Après, c'est posé la question, peut-être qu'on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, des composants, la grande crise des composants qui n'est pas finie d'ailleurs. On est encore en mode très contraint. Alors nous, on vient à peine d'en sortir. Donc on est quand même en octobre 2022 et là, on est en train de parler d'une date qui remonte à mars 2020. Donc la période commençait à faire très longue. Donc technologiquement, oui, on était prêt. D'ailleurs, pendant le confinement, donc de mars 2020 à, on va dire, fin 2021, on a lancé 2 autres modèles sur la gamme. Donc, dans une période très contrainte, on a continué de faire évoluer à la fois la technologie et la gamme. Mais voilà, donc technologiquement, oui. Industriellement, ça a été beaucoup plus compliqué. Merci en tout cas pour ça. On va beaucoup parler de travail hybride dans cet échange tous les deux, puisque encore une fois sur ce thème du Green IT, moi j'ai
la forte conviction que l'hybridation du travail va avoir un impact positif, que je qualifierais presque d'indirect, sur la capacité à transformer nos modes de travail et transformer nos déplacements. Du coup, toi, de manière un peu plus personnelle, comment est-ce que ça a évolué ta manière de travailler là, entre septembre 2019 et aujourd'hui? Là, on enregistre en octobre 2022. C'est quoi les gros changements qui se sont opérés sur ta manière de travailler à titre plus personnel? Écoute, je suis pas une exception à la règle. Si je prends quelques chiffres, puisqu'avant d'être en entretien avec toi, j'ai bien évidemment regardé un peu les informations dont je disposais. Aujourd'hui, la situation actuelle de ce qu'on appelle le travail hybride, nous, on commence à parler de plus en plus de vie hybride. Pourquoi? Parce que le travail hybride, donc on ne parle que de travail, et la vie, c'est aussi le travail. Donc la vie hybride est peut-être un petit peu plus globale dans l'approche que finalement que le travail. Donc travail hybride, allez, on va garder ce terme-là. Aujourd'hui, les études qui sont consultables disent que 63% des personnes privilégient le travail hybride. Donc il faudra après peut-être essayer de définir ce que c'est que le travail hybride. Donc j'imagine que c'est le mélange entre les espaces de bureau entre guillemets habituels, le travail à domicile et le travail en déplacement. Donc dans l'absolu, c'est une tendance qui existait avant le confinement. Elle a juste été forcée, contrainte et donc adoptée par beaucoup plus de personnes que ça pouvait être le cas avant que ce confinement se mette en place. Donc 63% privilégient le travail hybride. Ils le privilégient, encore faut-il qu'ils puissent le faire. Ça, c'est encore une autre dimension. C'est leur préférence versus leurs possibilités. Mais bon, 63%, 15% travail, télétravail à temps complet et 23% au bureau à temps complet. Et derrière, il y a des raisons diverses et variées qui peuvent expliquer ces chiffres-là. Par exemple, sur ceux qui veulent continuer à aller au bureau à temps complet, il y a 55% d'entre eux qui considèrent que ne pas être au bureau, potentiellement, c'est se limiter dans sa progression professionnelle. Donc il y a aussi toute cette subjectivité qui vient derrière influencer les préférences des uns et des autres. Et puis après, il y aura la possibilité des entreprises d'offrir à ces 63% le travail hybride versus les 23% qui veulent aller au bureau à temps complet ou les 15% qui préfèrent rester à la maison. Donc j'échappe pas à la règle. Très clairement. Moi, ce que je retiens de cette période, c'est que quand tu gères des équipes sur un plan international, déjà il y a un état de culture où ces chiffres-là peuvent varier. On peut dire peut-être que la culture hollandaise est fondamentalement différente de la culture italienne. Les pays n'ont pas été impactés au même moment et de la même manière. On se rappelle que l'Italie ont été les premiers touchés par la pandémie. Ça a commencé plus tôt qu'ailleurs et ça a été beaucoup plus long avec des contraintes qui ont été imposées par les gouvernements qui ont été différentes d'un pays à un autre. On a vu des pays faire des yo-yo. On confine, on déconfine, on confine, on déconfine. Là où d'autres ont dit, on confine. Et puis tant qu'on ne voit pas le bout du tunnel, il ne se passera rien et le niveau de contrainte restera le même. Donc il y a eu toutes ces disparités qui ont fait qu'il a fallu que je m'adapte en tant que manager à la réalité des pays et à la santé psychologique des équipes. Et puis à titre personnel, il a fallu faire en sorte que on avait une conférence partenaire hier soir où Computa Center était présent d'ailleurs. Donc on a réuni une bonne centaine de nos partenaires français et mon message d'introduction était articulé autour de entre le moment où le confinement s'est mis en place jusqu'à aujourd'hui, il y a eu deux grandes phases. Il y a eu la phase d'adaptation. Finalement, quels allaient être les enseignements que l'on avait pris de cette période-là pour arriver avec un renouveau qui peut être un renouveau technologique en termes d'offres, qui peut être un renouvellement en tant qu'organisation, un renouvellement en tant que marque. Finalement, quel est la nouvelle image, le nouveau message que l'on veut envoyer au marché après une période où plus rien n'a fonctionné comme on avait l'habitude que cela fonctionne. Donc, je dirais, ça a été s'adapter et puis réussir à se renouveler dans une période dont on ignorait la durée, les impacts immédiats et à venir. Et je pense qu'on est encore dans cette phase de réflexion. Il y a encore beaucoup de choses qui sont pas encore stabilisées. Ouais, ça risque de durer un moment. Je ne vois pas forcément sortir de cette phase de renouveau. Alors d'abord, j'aime beaucoup ce concept de vie hybride. Je préfère ça au travail hybride, en effet. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'imagine 2025 comme une cible de
fin de ce cycle de renouveau où les gens se positionnent le curseur. Alors j'ai vécu un peu la même chose, comme tu le sais, moi je vis en Irlande avec des équipes qui sont en France, un patron qui est en France, des clients qui sont en France. Alors ça, c'est un peu particulier, mais cette adaptation et ces différences entre les différents pays, je l'ai vécu complètement. En Irlande, on a eu, comme tu l'expliquais tout à l'heure, pratiquement 2 ans de confinement, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de retour au bureau pour les gens qui travaillent ici pendant 2 ans. Le confinement était un peu moins dur que ce que notamment ça a été vécu en France, c'est-à-dire qu'on avait moins de règles, mais ça a duré plus longtemps. Et donc derrière, quand j'échangeais avec mes équipes qui retournaient au bureau, moi-même j'étais encore confiné, ou inversement, quand moi j'avais un confinement qui était un peu plus souple et que ils pouvaient pas sortir de chez eux pour promener leur chien sans avoir un papier imprimé. Voilà, c'est là aussi un peu d'adaptation. En effet, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Mais cette phase de renouveau, moi, j'imagine toujours des cycles de 3-4 ans. Et là, on le voit avec nos clients. Je ne sais pas si c'est le cas chez toi, mais on voit des shifts dans ces chiffres. L'étude que tu as citée est très intéressante. Je suis persuadé que si on fait la même étude dans 1 an et si on faisait la même étude il y a 6 mois, les chiffres auraient été différents. Je ne sais pas comment c'est pour toi, mais je sais que moi, je me suis fait la réflexion de me dire... Là, maintenant, j'ai une vie où je peux aller chercher mes enfants à l'école quasiment tous les jours, je peux les déposer tous les jours, je peux les aider à faire leurs devoirs. Ça n'impacte pas ma vie professionnelle parce que je travaille un peu quand je veux. Et je ne reviendrai plus jamais au bureau. Et malgré tout, post-pandémie, je suis retourné au bureau régulièrement. Et à chaque fois que je retourne au bureau, j'ai le plaisir d'échanger, le plaisir de voir des collègues. On avait des événements aussi la semaine dernière. Donc, je trouve que moi, en tout cas, à titre personnel, j'ai beaucoup évolué dans cette hybridation, c'est-à-dire où est-ce que tu mets le curseur de l'hybridation entre le bureau, entre chez toi, entre les déplacements pour des gens comme toi et moi qui nous déplaçons régulièrement. Je trouve que ce curseur, il est probablement toujours en train de bouger. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien l'idée de la vie hybride, parce qu'il n'y a pas que le travail qui implique que ce curseur est en train de bouger. Je le disais, moi, l'importance d'aller emmener mes enfants à l'école et de pouvoir aller les chercher est un facteur qui fait bouger ce curseur. Merci en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Quand on parle d'échange avec les clients, dans les enjeux de tes clients au-delà de l'hybridation du travail, et je vais revenir un petit peu sur la partie green de cet aspect hybridation du travail, est-ce que tu as senti un shift dans les besoins des clients de Jabra entre il faut qu'on s'équipe en urgence, tu parlais tout à l'heure des problématiques de supply chain, il faut qu'on s'équipe en urgence parce qu'on n'est pas prêt pour une période de ce type-là, à on a un besoin qui est plutôt vers le futur, on se prépare plutôt vers l'hybridation et on a des enjeux qui sont plutôt expérience utilisateur, etc. Ou est-ce que ça met encore un peu de temps à arriver ? Écoute, par rapport à ce que tu disais avant cette finalement c'est l'urgence versus la construction pour l'avenir des solutions et donc de tous les enseignements qu'on a pris de ces 2 années passées. Déjà, je dirais, Philippe, on peut chasser la nature et elle revient au galop. Effectivement, tu le disais, on avait pris des habitudes en se disant de toute façon on reviendra jamais en arrière. On a découvert une nouvelle façon de faire qui semble être finalement tout aussi efficace. Maintenant que l'étau s'est desserré, alors il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais maintenant que l'étau semble s'être desserré, puisque ça fait maintenant quelques mois qu'on est revenu dans des modes qu'on va considérer comme normaux. Et l'illustration de la conférence partenaire hier en est une. On est en pleine crise énergétique, donc encore 20 ou 25% des stations-service en France ne peuvent pas te délivrer le carburant dont tu as besoin. Le Covid est toujours là. Chaque semaine, j'entends parler en interne ou en externe de personnes qui elles sont pas très malades, mais elles sont contaminées et donc contagieuses. Donc il y a le Covid qui est toujours là. On a le conflit en Ukraine qui est aux portes de l'Europe, qui bien évidemment impacte tout ce que je viens de dire auparavant et plus particulièrement la crise énergétique. Et malgré ça, hier, on a 148 inscrits, 124 présents. Donc ça veut dire que malgré toutes les difficultés, toutes les contraintes d'aller se réunir en périphérie de Paris pour un événement constructeur, faut quand même que la motivation soit forte. Alors d'abord, c'est parce que vous êtes hyper sympa. Avant toute chose. On est un auto. Voilà, c'est qu'en fait, les gens sont venus déjà
pour s'informer de ce que le constructeur a comme message à porter. Bon, en plus, on était accompagné de notre écosystème, donc Microsoft, Barco, Crestron, Lenovo, Zoom étaient présents. Donc, il y avait un écosystème de marques qui était intéressant pour le partenaire de partenaires intégrateurs comme Computa Center en fait partie. Donc voilà, chasser la nature, elle revient au galop. Donc il y a quand même ce besoin de revenir aussi à quelques modes de fonctionnement issus de ce qu'on pourrait appeler le passé, mais enfin c'était quand même qu'il y a que dedans. Alors, donc c'est pas non plus un discours d'anciens combattants. Non, pour revenir sur ton point, effectivement, il y a eu un état d'urgence phénoménal qui s'est déclenché en mars 2020 quand les sociétés se sont rendues compte, et peut-être pour les plus grandes, les plus petites et les moyennes ont eu peut-être plus d'agilité, de facilité à rebondir, à réagir et à s'équiper en urgence pour faire en sorte que on continue d'avancer et que le pilotage des entreprises reste possible. Bon, les très grandes entreprises, forcément, de par les volumes, les contraintes, le multisite, où il a fallu équiper à tout prix. Et c'est là où on a vu, et peut-être encore plus dans les grandes entreprises, normalement, ils essaient de rationaliser, d'uniformiser leur structure, en tout cas dans l'IT, donc d'avoir pour les laptops une, peut-être deux marques, mais pas plus. Pour les devices, pareil, essayer d'homogénéiser. Enfin bref, que l'ensemble des périphériques de l'entreprise soit harmonisé. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont acheté tout simplement ce qui était disponible, de par les volumes qui étaient nécessaires. Beaucoup de personnes sont en station fixe au bureau. Il a fallu trouver des laptops pour déplacer le travail vers la maison. Donc après, il y avait les VPN, enfin toute la sécurité informatique. Bon, cet état d'urgence, il a bien évidemment eu lieu. Il a généré des volumes phénoménaux d'achat de tout type de produits. Nous, ça a été une surcharge colossale, ce qui a créé une crise logistique, puisque globalement, on fabrique, on construit à peu près tous dans les mêmes zones géographiques. Donc, il a fallu trouver les moyens logistiques, mais ça a été débordé. Quand ce problème a été réglé, c'est créé les problèmes de production, donc il a fallu monter des chaînes, donc il a fallu trouver des ressources humaines, sauf que les ressources humaines, avec le Covid, tu les trouves pas facilement non plus. Et puis après, c'est mis en place la crise des composants, dont on est encore pas tout à fait sorti. Donc il y a eu ce phénomène d'urgence, ce phénomène d'achat massif de solutions qui était nécessaire pour que le travail à distance soit possible. Maintenant qu'on est a priori sorti quelque peu de cette situation, oui, on a vu le sujet se poser et vraiment actuellement, c'est ce que l'on ressent, c'est de dire ok, bon, on a réagi, on a passé le cap. Maintenant, c'est quels sont les espaces de travail dont on va avoir besoin pour accueillir les personnes qui passent une partie de leur temps au bureau ou qui souhaitent y passer l'essentiel de leur temps, quels sont les bons espaces de travail qui vont permettre d'accepter la culture hybride au sein de l'entreprise, de maintenir et renforcer l'engagement des collaborateurs dans les espaces que l'on va leur mettre à disposition, soit dans nos murs, soit à leur domicile. Donc là, on va plutôt parler des outils de travail plutôt que des espaces de travail. De garder le sentiment d'appartenance à l'entreprise, quand bien même, et je reviens sur le chiffre que j'évoquais tout à l'heure, c'est que respectivement 63% préfèrent le travail hybride, 15% préfèrent 100% de télétravail, donc il va falloir quand même réussir à maintenir ce sentiment d'appartenance quand les personnes ne sont plus dans nos murs. Leur laisser le choix des possibilités de télétravailler ou de travailler dans les espaces de bureaux qui ont été prévus, de maintenir la productivité tout en maintenant le bien-être. Enfin, il y a toutes ces dimensions qui se mettent en place. Après, si on prend un sujet un petit peu plus vaste, un petit peu plus haut, on entend beaucoup parler du smart building. Donc, je pense que c'est aussi, tu parlais de 2025, on est en 2022, donc je pense que 3 ans, c'est un bon cap en termes de visibilité et d'avoir le temps de réaliser les choses telles qu'on les entrevoit. Maintenant, encore faut-il que d'autres perturbations ne viennent pas s'intercaler entre 22 et 25, parce que peut-être que les grands plans qui sont en réflexion aujourd'hui, on le voit, que ce soit les promoteurs, les cabinets de conseil, réfléchissent tous à peu près dans la même voie, l'énergie, les enseignements du confinement vis-à-vis de la conception des espaces de travail, les économies possibles sur les mètres carrés disponibles dans les entreprises. On est un bon exemple chez Jabra. Pile avant le confinement, on passe de 500 mètres carrés à 1000 mètres carrés en France.
Donc on a eu un besoin d'augmentation des espaces par le nombre de personnes et par le fait qu'on avait la vidéo qui arrivait dans notre portefeuille. Donc il fallait des espaces de démonstration qui soient adaptés pour accueillir la vidéo. Donc c'est plus de mètres carrés, c'est plus d'ergonomie de salle à entrevoir. On est passé de 500 à 1000. Bon, bah aujourd'hui, la question c'est on fait quoi de ces 1000 mètres carrés? On fait quoi de ces 1000 mètres carrés? Donc voilà un peu tout ce que l'on a vu. Et pour revenir sur le smart building aujourd'hui, c'est vraiment c'est dans toutes les discussions avec toutes les entreprises de savoir, mais finalement, c'est quoi le coup d'après par rapport à mes espaces de travail et toutes les dimensions que j'ai citées précédemment. Et ça rejoint à nouveau, hein, le concept que tu as cité de vie hybride, parce que c'est peut-être sur ce sujet-là qu'il va y avoir un alignement ou un désalignement entre ce que tu as chez toi et ce que tu as au bureau. C'est des cycles, ça aussi, hein, d'avance ou de retard de ce que tu vis au bureau versus ce que tu vis chez toi. Le smart home, donc c'est pas forcément un smart building dans lequel tu vis, mais les gens qui vivent aujourd'hui, la domotique est de plus en plus présente dans leur maison. Il y a de plus en plus de connexions, que ce soit avec un assistant virtuel. J'ai un Google Alexa, là, Alexa c'est Amazon, je crois, mais j'ai un truc Google devant moi. C'est des choses qu'on n'a pas forcément au bureau. Ce rapprochement entre guillemets de l'expérience smart du building au bureau versus smart ce que tu as à la maison, ça aussi ça peut être un enjeu et justement une direction qui peut être prise par les entreprises. Je l'ai dit en introduction, ce podcast ne serait pas possible sans notre partenaire Intel. Intel vPro notamment, c'est la plateforme conçue pour les entreprises. La technologie Intel vPro permet la sécurisation, le diagnostic et la réparation à distance des postes, connaissant des dysfonctionnements, même au-delà du pare-feu de l'entreprise et même si le système d'exploitation ne répond pas. Computacenter recommande l'activation de la technologie Intel vPro pour renforcer la sécurisation des postes informatiques, pour optimiser l'administration du parc et pour favoriser la réduction de l'impact carbone pour un avenir plus durable. Maintenant, retour à notre discussion avec Jean-Baptiste Pin. C'est hyper intéressant en tout cas ce point-là. J'aime encore une fois vraiment beaucoup ce concept de vie hybride. La question d'après, je vais recentrer peut-être un petit peu sur la partie Green IT, JB, si tu m'en veux pas, et sur les liens avec ça. On se pose des questions et on échange là sur cette partie hybridation et sur l'équilibre à trouver, et donc du coup sur l'impact indirect que ça a, hein, parce qu'encore une fois, on voyage moins, on peut faire des meetings à distance, ils sont plus ou moins efficaces, on verra, je pense, en fonction des circonstances. Mais quoi qu'il arrive, cette hybridation, elle a un impact indirect sur l'impact sur la planète. Et par la qualité des solutions de collaboration, vous y participez. Est-ce qu'en plus de cet impact indirect, vous avez une démarche, une politique plus spécifique sur la partie conception et avec des engagements que vous avez pris ou des objectifs que vous avez sur la réduction de l'impact carbone, on va dire en tant qu'entreprise, pas seulement en tant que key enabler de réduction de l'impact carbone, mais vous directement en tant qu'entreprise, vous avez des cibles là-dessus ? Bien sûr, bien sûr. Donc, justement, à la conférence, lors de la conférence hier, j'ai présenté vraiment de manière très succincte parce que c'est un sujet qui pourrait prendre 2 ou 3 jours plein pour poser la démarche RSE d'un groupe. Écoute, je suis pas un expert sur le sujet et le RSE est un sujet d'expert. Alors, je parle du RSE pour élargir un peu le débat, si tu veux, effectivement. Le développement durable, agir contre le réchauffement climatique, tout ça c'est fondamental quand on est constructeur de solutions technologiques. Mais évidemment quand tu élargis un peu le scope et que tu rentres dans la démarche RSE, alors c'est multifacette. D'ailleurs, si tu regardes le programme des Nations Unies, ils ont listé 16 priorités qui doivent s'associer de promesses sur la démarche sociétale de l'entreprise. Ça va inclure les droits de l'homme, en passant par l'inclusion, le développement durable, beaucoup de dimensions. Mais bon, hier, et là, par rapport à ta question, on va recentrer sur l'impact carbone finalement d'une entreprise. Bon, déjà, la démarche que l'on a, c'est de se dire qu'il faut avancer. Est-ce que aujourd'hui on communique suffisamment en tant qu'entreprise sur ce que l'on fait concrètement dans cette démarche d'entreprise et plus particulièrement sur l'impact de nos activités sur la planète? Non, je pense qu'on ne communique pas assez.
Et je pense qu'on n'est pas les seuls et que surtout, ça va devenir un sujet prépondérant. C'est mon sentiment. Là où ça a toujours été une dimension qui existait, aujourd'hui, c'est un axe clé qui va dominer les discussions sur l'avenir des investissements, des projets, des entreprises de toute taille. Mais forcément, les plus grandes seront les plus visibles, puisqu'il faudra rendre des comptes sur finalement les progrès qui sont faits. Alors, la question, je me suis rapproché des experts en interne, puisqu'on a un département bien évidemment dédié à cela. J'aurais dit, mais finalement, est-ce qu'on est bon et est-ce qu'on est les meilleurs? Et la réponse était non, on n'est clairement pas les meilleurs. Et de toute façon, c'est pas le sujet parce que c'est pas une compétition. Ce qui est important, c'est de faire partie de la communauté de ceux qui agissent. Voilà. Donc c'est très large comme statement, mais c'est de faire partie de ceux qui agissent. Et donc ce que l'on a de par nos activités, donc bien évidemment, on doit s'assurer que les composants que l'on utilise dans le développement de nos solutions soient en phase avec le développement durable. Donc, ça sera le choix des matériaux et la façon de faire. Et également, une maîtrise, un contrôle sur sa chaîne de production et sur sa chaîne logistique en amont et en aval. Et là où c'est important, il y a un chiffre qui m'a été communiqué récemment, c'est qu'en fait, sur 100%, 25% est lié à votre interne pur, 75% est lié à vos interactions avec votre écosystème. C'est-à-dire que sur votre chaîne 3, de responsabilité de 100%, il y en a 25% qui relèvent purement de l'interne, où personne à part vous ne peut faire ce que vous avez à faire, mais donc les 75% se situent à l'extérieur. Ceux avec qui on va interagir, les partenaires, les fournisseurs. Donc il y a cette dimension d'amont et d'aval qui est extrêmement importante si on veut pouvoir s'inscrire dans une démarche de développement durable qui soit viable. Ensuite, il a fallu aussi se poser des questions de quelles étaient les certifications sur lesquelles on allait s'appuyer pour être crédible. Parce que on peut vite rentrer dans le greenwashing. Oui, c'est très compliqué. Alors ça, je suis très intéressé par ça parce que, alors sans être moi-même non plus un expert, JB, mais pour avoir du coup cherché pas mal et échangé pas mal aussi en interne sur ces aspects, on s'aperçoit que c'est très compliqué de trouver des indicateurs qui sont globalement utilisés. Alors il y a des certifications qui sont plus ou moins standards, mais parfois elles sont françaises, parfois elles sont européennes. C'est assez difficile de trouver un sujet d'alignement mondial, on va dire, sur comment est-ce qu'on mesure finalement notre impact. Donc du coup, je suis très, très curieux de savoir sur quel système vous êtes passé. Alors écoute, des certifications selon les thématiques, il en existe plusieurs, mais sur celles qui nous intéressent sur le choix des composants et l'impact carbone de ces composants, et ensuite l'amont et l'aval dont je parlais tout à l'heure, c'est la norme TCO aujourd'hui que j'ai présentée lors de la conférence et sur laquelle je me suis documenté en interne. Pourquoi la norme TCO? Déjà parce que c'est une norme qui est contrôlée par des organismes tiers. Donc déjà, il y a un devoir de transparence de la part de celui qui veut être certifié pour obtenir l'agrément de ceux qui certifient. Et des organismes de certification, il y en a dans tous les pays, peut-être pas dans tous les pays, mais en tout cas dans les pays qui me concernent et plus globalement, on va dire sur l'Europe, États-Unis, Asie-Pacifique, des organismes vérifiant cette certification existent. La norme TCO, finalement, elle couvre quoi, pour faire simple? Elle couvre suffisamment de critères, donc elle est multicritères pour valider ou pas le choix des composants qui vous engagent dans une démarche de développement durable. Voilà. Donc c'est dit avec mes mots, mais globalement c'est suffisamment, ça a une couverture suffisamment large de vos process et outils de fabrication et les composants que vous utilisez pour avoir un contrôle, une mesure suffisante sur le fait que vous êtes dans une démarche de développement durable et que c'est possible de l'attester et surtout que c'est vérifié régulièrement. Donc c'est quelque chose que c'est pas un tampon que vous avez ad vitam aeternam, c'est quelque chose qui est vivant et en fonction de vos directions, vos stratégies de développement de nouvelles solutions, la vidéo par exemple. Je vais prendre un exemple pour faire pas une différenciation, mais pour montrer à quel point un virage technologique ou le choix d'ouvrir son portefeuille à de nouvelles solutions peut être
impactant. Si on prend nos gammes Evolve 2, qui ont donc été lancées au début du confinement, on est sur un lancement, c'était avril-mai 2020. Pas simple d'ailleurs au passage de faire un lancement de produit en confinement. C'est pour tout à fait ce qu'on avait prévu, mais il a bien fallu le faire. Ça faisait partie du renouveau. Donc l'Evolve 2, la gamme Evolve 2 et la gamme Speak aujourd'hui, quand on regarde leur empreinte carbone et qu'on la schématise, on se rend compte que en très grande majorité, ce sont les circuits imprimés, les métaux et le transport qui constituent à largement plus de 50%, voire je dirais même 75%, j'ai les graphes sous les yeux, 75% de l'impact carbone et au travers des circuits imprimés, des composants et plus particulièrement des métaux et du transport. Là où la Panacast, et en l'occurrence la Panacast 50, là on est sur un impact totalement différent, puisque sur 100% de l'impact carbone de la Panacast 50, c'est l'usage qui constitue les grammes de CO2. Pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec les produits, la gamme Evolve 2, c'est le casque, c'est le son, et la gamme Panacast 50, c'est la vidéo. Donc c'est extrêmement intéressant ce grand écart entre l'impact carbone de ces deux solutions, quoi. Diamétralement opposé. L'impact carbone en termes d'usage d'un micro-casque est infime et au moins la moitié, si ce n'est un peu plus, sur une barre vidéo type Panacast 50. Donc tout ça, ça doit être intégré parce que finalement, c'est la même marque, ça sort globalement des mêmes usines. La démarche de l'entreprise est la même, quels que soient les produits concernés, parce que là, on parle de Jabra, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jabra est une marque qui opère dans le B2B, dans le B2C pour les solutions audio et vidéo, mais la marque Jabra appartient à un groupe qui est beaucoup plus vaste, qui s'appelle GN, qui est l'abréviation de Great Nordics, et dans GN, tu as 11 marques. Tu en as une qui opère sur le B2B, B2C, on est en train d'en parler lors de ce podcast. Après, tu as 5 marques sur le médical pour les prothèses auditives. Tu en as une sur la défense pour les soldats connectés qui s'appelle Falcom. Blue Parrot, qui sont des solutions audio pour les applications plutôt transport logistique. Et plus récemment, l'acquisition de la marque premium numéro 1 mondiale qui s'appelle SteelSeries. Donc là, on est dans le gaming. Donc, et la démarche RSE et son calcul sur le développement durable est calculé au niveau du groupe, pas que la marque Jabra. C'est les 11 marques qui sont mesurées de la même manière, avec les mêmes objectifs, pour savoir si on est dans la bonne direction par rapport à ce que l'on veut atteindre et ce que nos clients attendent de nous. Et quand je dis nos clients, c'est nos partenaires, Computa Center, et les clients finaux avec qui on travaille ensemble. Je discutais avec un grand groupe de BTP français qui opère un changement profond sur sa stratégie d'achat en phase avec une démarche RSE d'entreprise et avec un objectif très précis sur l'impact carbone, puisqu'une fois de plus, on en parlait tout à l'heure, sur 100% de la chaîne, il y en a 25% qui relèvent de l'interne, 75% de l'externe. Bon, c'est très simple, leur démarche achat va être articulée autour de 3 grands domaines. 2 sont importants, 1 sera primordial. Les 2 importants, pas de surprise, c'est la technique et le financier. Acheter les solutions qui sont en phase avec les besoins de mes utilisateurs. Le financier, un budget est un budget. Et le 3e, c'est l'impact carbone des solutions. Et donc ces 3 critères seront indissociables quant au choix de telle solution vis-à-vis d'une autre, pour que ces 75% qui ne rentrent pas dans le cadre de mesures internes de la démarche écologique de l'entreprise, démarche développement durable, soient contrôlés d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire que c'est le scope qui est d'ailleurs le plus compliqué à atteindre sur la réduction du carbone, parce que ça demande un gros travail de la part des achats. C'était dans un de nos épisodes précédents, on parlait des enjeux qui avaient été mis en avant par nos clients. La gouvernance autour du Green IT et les achats responsables, c'est un des 3 enjeux les plus importants aujourd'hui chez nos clients, dans leur capacité à ce que des partenaires, que ce soit Jabra, que ce soit Computa Center ou n'importe quel autre partenaire, puissent montrer patte blanche à la fois sur leur processus et sur comment est-ce qu'ils s'intègrent dans une démarche RSE, mais aussi sur le fait de les accompagner, voire même d'échanger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une phase, on le disait tout à l'heure avec les labels, où beaucoup d'entreprises finalement commencent à
se poser des questions sur comment est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qu'on prend, etc. Et on est tous à peu près au même niveau, en tout cas toutes les entreprises qui veulent faire un effort. Du coup, il y a aussi beaucoup d'attentes, d'échanges à ce sujet-là en disant expliquez-nous comment vous faites, quel label vous avez chez vous, comment est-ce que vous mesurez, quel indicateur est-ce que vous mesurez. Parce que du coup, il y a un partage d'expérience que je trouve être on va dire aussi une phase assez intéressante dans des discussions entre partenaires et clients qui crée de la dynamique qui n'est pas forcément une dynamique très, très habituelle. Et du coup, avec ta réponse, tu as déjà commencé à répondre à la question d'après, qui était justement mon interrogation sur le shift. Je vais te dire, moi je considère qu'aujourd'hui, l'aspect développement durable et l'aspect sociétal, parce que tu as raison de ne pas dissocier les deux, c'est l'illustration d'une uniformisation entre les enjeux de la société et les enjeux de l'entreprise. Et donc les enjeux des individus et les enjeux de l'entreprise. Mais j'ai parfois l'impression que les choix d'entreprise sont un peu des choix contraints. Et ne sont pas forcément des choix stratégiques. Surtout en France et en Europe où on a beaucoup de réglementation. On est souvent les premiers sur la réglementation, notamment autour de ces enjeux RSE. J'ai ces dernières années beaucoup senti que ce critère RSE il était présent, mais il est présent parce que c'est la loi et c'est comme ça. Et notamment c'est pour ça que ça a commencé avec les frameworks publics notamment, où c'était présent déjà depuis 2 ans. Dans tes discussions au quotidien, avec tes clients, avec tes partenaires, est-ce que tu sens qu'on est encore un peu dans ce mode-là, un peu on le fait parce qu'on est obligé, ou est-ce que tu sens qu'on le fait parce qu'il y a une vraie prise de conscience qui est presque une prise de conscience individuelle, ou en tout cas une prise de conscience d'entreprise qui dit de toute façon, si jamais ça c'est pas un enjeu pour nous en tant que boîte, ce sera un enjeu pour nos collaborateurs, pour nos futurs collaborateurs, pour nos futurs talents, et donc quoi qu'il arrive, il faut qu'on monte dans le train. Ouais, pour moi c'est devenu prépondérant, Philippe. Alors est-ce que c'est parce que je m'étais pas forcément familiarisé avec le sujet auparavant que j'avais pas perçu cette importance, voire même urgence. Et pourquoi urgence? Parce que en fait, toujours pareil, hein, je me base sur les récentes rencontres physiques avec nos partenaires et nos clients finaux, parce que finalement, tu ressens des choses, ou tu comprends des choses davantage quand tu es en présence avec les personnes et avec un groupe de personnes. On a emmené à Copenhague, il y a 15 jours, un groupe d'une 30aine de clients finaux. Pour leur apporter de la visibilité sur nos évolutions audio, vidéo, leur faire découvrir le groupe de l'intérieur, parce que au siège on a aussi tous nos laboratoires, donc c'est là où on développe notre futur, on va dire, et c'est important de se rendre compte que aujourd'hui, nos clients finaux, ils voient bien les casques arriver sur leur bureau, ils voient les systèmes de vidéo s'installer sur leur écran PC ou dans leur salle de réunion, mais c'était important aussi de leur montrer les coulisses de tout cela. Et en fait, notre directeur marketing a aussi fait une présentation pour donner un peu la visibilité au niveau marketing de cette vie hybride. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de message et en termes de repositionnement de nos solutions vis-à-vis des nouveaux besoins détectés? Et en fait, à un moment donné, il a lancé la piste du RSE et plus particulièrement de l'impact écologique. Et en fait, la réunion elle a duré 45 minutes de plus que ce qui était prévu initialement, parce que quasi la totalité des personnes présentes, c'est un groupe de 30 clients, donc c'était à peu près 25-26 sociétés différentes, issues banque, finance, automobile, enfin vraiment tout secteur d'activité, que des grands groupes, on va dire le CAC 40 et peut-être pas que, mais de ce niveau-là en termes de taille d'entreprise, 100%. On posait des questions, on interagit, on actait ou pas sur les intentions des uns et les intentions des autres. Donc c'est devenu prépondérant, voire même urgent dans certaines entreprises qui ont peut-être aussi du retard à rattraper. Et donc il faut aussi pouvoir, je le disais tout à l'heure, c'est pas une compétition. Enfin, non, c'est pas une compétition, mais à un moment donné, il va falloir poser les bonnes actions et les bonnes démonstrations sur l'engagement de la société. Et concrètement, ça se traduit par quoi? Donc ça a été pour moi révélateur de l'importance du sujet et que c'est pas finalement, de toute façon il n'y a pas le choix, faut qu'on y aille. Non, c'est plus comme ça que ça se traite. En tout cas, pas dans les pays
d'Europe dont j'ai la responsabilité, peut-être que dans d'autres zones du monde, j'imagine que c'est probablement le cas, on va y aller un jour, on verra, mais bon, pour l'instant, il y a d'autres priorités. Non, là, pour le coup, à ta question, pour moi, c'est prépondérant, c'est très, très sérieux. Ça sera un disqualifier dans le business, éventuellement, si certaines sociétés ne font pas ce qu'il faut. Et puis hier, j'ai écouté Microsoft, qui est intervenu sur, mais vraiment de manière très simple, un seul slide. Donc, un slide, 5 minutes, sur le parallèle Green IT, donc comment on va essayer de mettre de plus en plus de développement durable sur nos plateformes IT qui sont consommatrices de par la data, les emails, les data centers, la consommation énergétique, etc. Et en parallèle l'IT for Green. Donc comment on va rendre plus vert notre plateforme IT, nos environnements IT qui sont très consommateurs d'énergie, de composants, de matériaux. Et puis, comment cet environnement IT aussi peut, de par l'intelligence artificielle, l'analyse des datas, la meilleure compréhension de ce qui se passe autour de nous, va nous aider à tendre vers plus de green. Donc, c'est le phénomène Green IT, IT for Green était extrêmement intéressant à écouter. Et en 5 minutes, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus, tu comprends de quoi on te parle et comment les grands acteurs de l'IT doivent se transformer et peuvent aider la transformation. Il y avait ce parallèle qui était hyper intéressant. J'adore cette idée et de manière cette dichotomie aussi autour de la data de manière plus globale, c'est-à-dire sans parler forcément de la technologie, mais de la data au niveau global, extrêmement consommatrice et qui malgré tout est une solution pour le green, est un sujet que je trouve absolument passionnant et j'espère que dans un des prochains podcasts, je suis en train de courir après un expert de la data chez Google pour qu'il vienne nous en parler parce que je trouve que c'est un sujet absolument passionnant et là pour le coup 5 minutes ça suffit pour le comprendre mais il peut y avoir des heures d'explication sur cette dichotomie entre à la fois un sujet très consommateur mais qui est aussi la solution d'une certaine manière pour qu'on consomme moins. Donc c'est un sujet qui est absolument passionnant. JB, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Merci beaucoup pour tous ces insights. Je voudrais terminer. Alors, on parle de Green IT en faisant un parallèle avec le Green et qui nous tient à cœur tous les deux. Jabra est très impliqué dans un autre type de Green qui est le golf. Quels sont les plans là un peu pour Jabra pour l'année prochaine pour continuer sur la planète golf? Alors la planète golf, c'est vrai que pour les non-pratiquants ou ceux qui regardent ce sport d'un peu de loin, considèrent que c'est tout sauf green. Ça se passe à l'extérieur, les fairways et les greens sont normalement verts. Alors cet été, ils étaient un peu plus jaunes que d'habitude, mais normalement plutôt verts. Et donc, beaucoup de personnes considèrent que ça balance du produit à tour de bras pour avoir ces qualités de parcours. Dans certains pays du monde, c'est peut-être vrai, mais on va prendre le cas franco-français qui est le nôtre. Alors toi, tu es en Irlande, mais alors mais en Irlande, de toute façon, l'eau, elle tombe du ciel, tu sais, JB. Donc, il n'y a pas. Exactement. Donc, aujourd'hui, il y a l'engagement green autour de ce sport de plein air est très très fort. Peut-être même d'ailleurs trop fort dans certaines régions de France où le manque d'eau a largement abîmé les parcours, mais les règles étaient très strictes et ont été totalement respectées. Donc en France en tout cas, la démarche green autour du golf, aussi portée par les fédérations dans ces messages, est totalement réelle. Bon, comme tu le sais, j'ai monté un tournoi de première importance chez les femmes. Sur le Ladies European Tour, qui est la première division européenne golf chez les filles, à Évian. La particularité d'Évian, c'est que le parcours, il est entre la source d'Évian et le lac. Donc, ils sont encadrés par deux environnements fragiles, qui sont des sources qui donnent l'eau d'Évian et le lac qui est en contrebas, qui est une réserve naturelle. Donc l'engagement écologique est total et les restrictions, enfin les règles, pardon pas les restrictions, les règles sont très très fortes. Donc la planète golf chez Jabra, elle va bien. Ce tournoi a été créé en 2016, on est en 2022, on a eu la 5e édition sur 6 années parce que le Covid on a fait sauter une. On est engagé jusqu'en 2026. Mais le point de départ, pour ceux qui ne le savent pas, a été le sport.
avant d'être un projet, parce qu'on dit oui, le golf c'est le business. Oui, bah oui, c'est démontré, démontrable. Forbes a sorti une étude qui donne des chiffres autour du sujet, mais c'est pas de ça dont je voudrais parler. C'est plutôt que c'est parti d'un projet sportif et chez les femmes, parce que dans n'importe quel sport, il y a encore aujourd'hui de très très grands écarts de moyens. À sport identique, à compétences égales. Il y a dans tous les sports aujourd'hui, peut-être à part dans le tennis où j'ai l'impression que les planètes sont en train de s'aligner, mais il y a encore de très grands écarts. Donc, à sport identique et talents égaux, il n'y a aucune raison, à mon sens, qu'il y ait encore des différences. Et si tu transposes ces différences, tu peux aussi les retrouver dans l'entreprise. Hein. C'est un sujet dont on entend très fréquemment parler. Il y a même un ministère maintenant qui est articulé autour de cette égalité homme-femme dans le job, dans les activités professionnelles. C'est pareil dans le sport. Donc voilà, mais un des résultats concrets et réels, et Computa Center s'est associé à nous maintenant depuis 2 ans sur cet événement-là, parce qu'on partage les mêmes valeurs et on le fait de manière sincère. Et ce que l'on voit, quand on est arrivé sur le golf féminin en 2016, c'était la Bérésina. Les partenaires s'en allaient, réduisaient leur investissement, voire même s'en allaient d'ailleurs. Ouais. Depuis 2019, ça change. Je crois qu'en 2017, si je ne veux pas dire de bêtises, sur une année, il y a 52 semaines, je crois qu'elles avaient eu 17 tournois. Ça veut dire qu'elles travaillaient à peu près à tiers-temps. Ouais, et encore, je ne suis même pas sûr. Je crois qu'il y a une année où c'était 12, où il y avait 12 tournois sur le calendrier sur le LED, quoi. Moi, de toute façon, et en plus sur ces 17, encore fallait-il être qualifié sur les 17. Donc potentiellement, effectivement, tu pouvais jouer que 14 ou 12 ou 10 ou 8. Donc sur 52 semaines, ça laisse du temps libre. Là, cette année, elles en avaient 44, 45. Bon, donc voilà, donc ça laisse 7 semaines de temps libre pour s'entraîner, pour pouvoir revenir en forme sur les tournois. Donc la planète golf va pas trop mal. Et je profite de ce podcast pour lancer un appel aux partenaires. Le golf féminin a besoin de partenaires. Et je pense que ensemble, dans l'IT, on peut faire des belles choses ensemble. C'est certain. Tu l'as dit tout à l'heure, Computa Center est partenaire de Jabra sur cet événement depuis 2 ans. Compte sur moi pour insister pour que ce partenariat soit consolidé. Moi, j'invite tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, golfeurs ou pas golfeurs. J'ai eu la chance d'être avec vous cette année là sur le tournoi à Evian. C'est un cadre incroyable d'abord. Ensuite, il y a une proximité avec les sportives que de toute façon vous n'aurez pas ailleurs. Il y a une accessibilité des différentes sportives. Enfin, vous voyez vraiment du sport de très haut niveau. JB vous l'a dit, c'est la première division européenne. Donc, ce sont les meilleures joueuses européennes et pas que, puisqu'il y a aussi beaucoup de joueuses sud-africaines, il y a des australiennes. Vous voyez vraiment des sportifs de très haut niveau, de très près. Et donc, voilà, je voulais en profiter pour te féliciter d'abord, JB, parce que beaucoup de ce succès est lié au travail que tu as fait, au travail qu'a fait Jabra, et consolider, je l'espère, l'investissement de Computa Center à vos côtés dans les années qui viennent. JB, merci encore. Merci de cet échange, merci de ta transparence, merci de ta disponibilité. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés pour ce nouvel épisode de Pop It Up. Vous pouvez retrouver ce podcast sur l'ensemble de vos plateformes favorites de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une excellente fin de journée. JB, encore une fois, merci beaucoup. Et puis à bientôt. Merci Philippe.